Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Cotonou. Les examens de fin d'année approchent à grands pas et avec eux, le lot d'inquiétudes, d'espoir et de défis pour chaque candidat. C'est une étape décisive qui peut ouvrir de nouvelles portes à condition d'être bien préparé. Mais réussir un examen, est-ce seulement une question d'intelligence ou de chance? Certainement pas. Cela repose avant tout, à notre avis bien évidemment, sur une méthodologie de travail rigoureuse et sur un élément souvent sous-estimé, la responsabilité personnelle du candidat. Comment alors organiser efficacement ces révisions? Quelle attitude adopter pour maximiser les chances de réussite? Et surtout, quel rôle chacun doit-il jouer dans cette quête de succès? C'est autour donc de ces questions essentielles que nous allons échanger aujourd'hui avec notre invité spécialiste et surtout sur le thème examen de fin d'année, méthodologie et responsabilité du candidat. Examen de fin d'année, méthodologie et responsabilité du candidat. Restez donc avec nous. Certainement, votre réussite commence dès maintenant. Voilà. Alors, pour parler de tout ceci, je suis dans ce studio avec Fulgence Awangonu. Il est coach scolaire des universités, également en management de la famille. Alors, si monsieur Awangonu, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, et comment vous allez? Ça va très bien. Voilà la présentation qui est faite. Vous êtes coach scolaire des universités également. Vous êtes spécialiste en management de la famille, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Exactement. Merci donc de votre disponibilité. De l'autre côté de la baie vitrée, il a pour nom Blaise Sakla. Blaise Sakla donc qui assure donc la partie technique de cette émission dans ce studio en face de nous pour les images que vous allez donc suivre après donc sur nos différentes plateformes. C'est bien JobTiper, voilà, devant la caméra ou derrière plutôt la caméra. Alors, auditrices et auditeurs, vous aussi, vous avez la possibilité bien de participer à cette émission via les numéros 01 68 87 67 00 ou encore 01 50 52 52 73. Vous pouvez envoyer des messages WhatsApp donc pour contribuer également à cette émission. Les messages que nous pouvons lire en direct de ce studio, également sur le numéro 01 50 52 52 73. Cela étant, juste une petite transition et puis on revient ici pour la suite de cette émission. Examen de fin d'année, méthodologie et responsabilité du candidat. C'est bien donc la thématique de ce jour. Monsieur Awangonu, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, nous allons parler donc de cette méthodologie-là et de cette responsabilité des candidats, puisque je l'ai dit il y a un instant, nous sommes donc à quelques semaines donc, des examens de fin d'année. Il est important quand même qu'on puisse accompagner les jeunes candidats dans cette quête de réussite. Et c'est justement ce pourquoi vous êtes invités dans ce studio. Ma première question est de savoir, selon vous, quelles sont déjà les erreurs les plus fréquentes que commettent les candidats à l'approche des examens? On va démarrer par là.
Oui, on va démarrer par là, mais il ne faut pas qu'il soit paniqué. Vous savez, les erreurs d'abord, qu'est-ce que je dis? Vous savez, lorsqu'on va à un examen, et l'examen est proche, ce qu'on veut tous faire, c'est qu'on parle souvent des révisions. Des révisions. On veut reprendre, c'est-à-dire on va avoir un second niveau d'appropriation du savoir. D'accord. Et quand vous prenez nos coachs, où je parle de l'approche par capacité, moi, la révision commence depuis fin du premier trimestre. Fin du premier trimestre. Alors que la majorité des gens parlent de révision en avril. Moi, je ris seulement. D'accord. Chez moi, lorsqu'on finit le premier trimestre, oui, on révise ce qu'on a vu au premier les trimestre. 3 premiers mois de l'année scolaire. Et on révise déjà ce qu'on a fait au premier trimestre. D'accord. On finit le second trimestre, on révise ce qu'on a fait au second trimestre. Au troisième trimestre, c'est ça qui nous reste. Mais attention, ça ne veut pas seulement dire que c'est au troisième trimestre qu'on va réviser. Mais ça nous donne une facilité de tout reprendre. D'accord. Là, on n'a pas beaucoup de choses à reprendre. Parce que l'objectif, c'est quoi? Lorsqu'on va à un examen et on constate qu'on a beaucoup de choses à reprendre, on est paniqué. On se dit, est-ce que je peux tout reprendre? Est-ce que je suis de tout réviser? Et ça crée un stress. On se dit, bon, je vais faire à peu près. Mais quand on est dans la méthode de chaque trimestre, on fait un bilan des connaissances. Moi, j'appelle ça bilan des connaissances. Oui. À la fin de l'année, on est calme. Par exemple, on se dit, je vais tout reprendre, mais je sais que j'ai déjà repris. Je n'ai pas tout à reprendre, à connaître. D'accord. Et ça crée quand même une capacité à se dire, je vais y arriver. On a confiance en soi. Et puis, on est tranquille. D'accord. Ça fait pas des erreurs souvent. Souvent. Oui. Donc, voilà. Et d'autres erreurs aussi parfois. Oui. Vous savez, lorsqu'on va à l'examen, c'est vrai qu'il y en a qui ont un emploi du temps. Mais l'emploi du temps, c'est comme un calendrier. Je dis ça, c'est pas un emploi du temps. Un emploi du temps calendrier, c'est quoi? C'est que c'est fixe au mur. Et c'est ça qu'on respecte tout le temps. Attention, c'est l'emploi de temps que personnel. Vous appelez calendrier ou... J'appelle ça calendrier. Calendrier. Je parle de l'emploi du temps personnel. Personnel. C'est différent du calendrier, n'est-ce pas? C'est différent de l'emploi du temps de l'école. De l'école. Parce que chaque apprenant est supposé avoir son propre emploi du temps personnel de travail. Oui. Je dis que c'est un calendrier parce que c'est fixe. D'accord. Alors que quand vous avez composition d'un examen, ça varie. Les réalités ne sont pas les mêmes. On doit pouvoir varier son emploi du temps personnel en fonction des défis. Parce que chez nous, l'emploi du temps, c'est chaque semaine. D'accord. Et mieux, ça s'évalue. Donc, tout ce que l'enfant fait, il se dit, est-ce que j'ai des progrès dans mon effort personnel? L'emploi du temps, c'est quoi? C'est l'effort personnel qui est organisé dans le temps, qui s'inscrit dans un temps pour un objectif. Oui. Chez nous, on se dit, il faut l'avoir chaque semaine. Et quand chaque semaine, à la fin de chaque semaine, on dit, est-ce que j'ai eu de progrès dans mon effort personnel? Mais les gens, souvent, un emploi du temps, fixe quelque part, on regarde ça tout le temps. Oui, c'est-à-dire que j'ai cours à 8 heures. Oui. Et donc, je finis à 10 heures. À 10 heures, j'ai cours de français. Et puis, voilà, à 14 heures. Ça encore, c'est l'emploi du temps de l'école. Justement. Oui. C'est peut-être cela que certains candidats s'approprient comme emploi du temps personnel. C'est pas l'emploi du temps personnel. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Non, ça, c'est pour l'école. D'accord. Mais quand l'enfant vient à la maison, vient là au repos, à midi, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Souvent, ils n'ont pas cet emploi du temps. Et quand ils l'ont, c'est fiche. Ça ne varie pas en fonction des défis. D'accord. Donc, l'emploi du temps personnel est modulable. D'accord. En fonction des défis du candidat. Chez nous, c'est chaque semaine. Et à la fin, on fait une évaluation. Ça s'évalue pour voir si, est-ce que chaque semaine, j'ai fait plus d'exercices que la semaine passée. C'est ça, l'effort personnel. Et on calcule ça en termes de pourcentage. C'est ça l'approche par capacité. Et c'est ça le coaching qui apporte quelque chose qu'on peut calculer. Non, on est là. Non, c'est pas ça. Ça aussi, c'est une des erreurs. Oui, ça fait pas des erreurs. Que les candidats commettent. Voilà. Même avec ça, ils vont réussir quand même. Ils vont réussir. Il faut qu'on leur donne l'espoir de réussir, c'est possible. D'accord. S'ils prennent leur disposition. Dans la suite de cette émission, on verra un peu comment cet emploi du temps personnel-là se élabore avec vous, même si donc nous sommes à la fin, vers la fin de l'année. Parce qu'à la fin de l'année, l'emploi du temps encore change. D'accord. L'emploi du temps que nous avons du fin septembre jusqu'à mi-avril ou bien début mai, ce n'est pas le même emploi du temps quand on commence les périodes de révision. D'accord. Quand on commence les périodes de révision, c'est encore une autre réalité. Donc c'est... Et voilà pour vous. D'accord. Donc, il y a l'emploi du temps presque pendant l'année scolaire. Et quand on est en période de révision, il y a encore autre type d'emploi du temps personnel qui obéit à des principes. D'accord. Alors, quelle autre erreur, puisque c'est là où nous sommes, vous avez parlé donc de cette révision qu'on devait faire à la fin de chaque trimestre qui n'est pas le cas. Vous avez parlé de l'emploi du temps personnel que les gens confondent, les candidats confondent avec l'emploi du temps donc, de l'école. Quelle autre erreur qu'on peut aussi noter au niveau des candidats qui sont donc en train de préparer les examens de fin d'année? Ce que vous avez dit là, toute dernière, ce n'est pas tous les candidats. Plusieurs se disent que l'examen, c'est quand l'examen s'approche qu'on constate
qu'on veut redoubler d'efforts. D'accord. Alors que l'examen a commencé depuis le premier jour de le classe. Premier jour. Quand on est dans une classe. On suppose que vous êtes en 3e. En Et donc, l'examen commence le premier jour. Vous avez démarré cette classe-là. Exactement. Également, même chose quand vous êtes en terminale. Ah oui, n'est-ce ou pas? CAP ou tous les autres. Mais on constate chez la majorité que c'est quand parfois les dates des examens, ou bien c'est le dernier moment que les gens commencent pas à dormir avec le cahier sur la tête, non. Il faut apprendre régulièrement pour être sûr qu'on sera dedans, qu'on va réussir. Donc, on oublie, certains oublient, pas tous, ça il faut le préciser. Il y en a qui, dès le premier jour, prennent toutes leurs dispositions, mais il y en a qui attendent, qui se disent, bon, on a encore le temps, non, il ne faut pas procrastiner. C'est ici et maintenant, le succès de demain commence dès aujourd'hui. Alors, ce que vous êtes en train de décrire là, reste aussi une autre erreur, voilà, qu'on note chez les candidats, n'est-ce pas? Alors, on va évoluer. Dites-nous, une fois ces erreurs identifiées, notées, quelle est donc la méthode de révision voilà, que vous recommandez à ces candidats-là pour une vraie et une réussite voilà, attendue? Alors, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure que les révisions chez nous, c'est chaque fin de trimestre. Mais quand on ne l'a pas fait, on peut toujours le faire. Voilà, comment? Le mieux, c'est de le faire à la fin de chaque trimestre pour que lorsque les révisions vont commencer, ça va se généraliser. On se dit, j'ai déjà fait une partie. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est quoi? Quand on veut faire une révision d'abord, on va matière par matière. C'est pas qu'on prend un cahier, on dit, je vais réviser. Non, non, ça, c'est dépassé. On prend chaque cahier, chaque matière. Je prends un exemple, je prends par exemple SVT. Je prends SVT ou je prends maths. La matière c'est mathématiques ou c'est SVT. Je vois les SA. Je prends chaque SA. Au niveau des SA, on peut avoir SA, activité, situation d'apprentissage. Oui, d'apprentissage. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Et dans ça, il y a parfois des activités, il y a des séquences. D'accord, oui. Je fais d'abord mon tableau des contre-performances, des performances. Autrement dit, c'est quoi? Quand je prends la matière, je prends la SA, je prends les activités aux séquences, tout ce que j'ai bien compris, je fais 3 étoiles. Je n'ai pas encore commencé par apprendre quelque chose. D'accord. Je fais 3 étoiles dans tout ce que j'ai compris. J'ai compris. 2 étoiles dans ce que j'ai compris moyennement et 1 étoile dans ce que je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? J'ai une carte dans chaque matière, dans chaque SA, dans chaque séquence ou activité, de ce que je n'ai pas du tout compris, de ce que j'ai compris moyennement et de ce que je pense bien comprendre. D'accord. Quand on arrive à élaborer ces différentes cartes-là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, on ne va pas priorité. D'accord. C'est vrai, la priorité, c'est ce que je n'ai pas bien compris, mais attention, même tout ce que j'ai bien compris, je repasse. Mais je passe en termes de priorité pour dire ce que je n'ai pas compris, je dois ramener ça à 2 à 3 étoiles. Attention, chaque fois que le niveau de compréhension évolue, il faut ajouter les étoiles pour se montrer que soi-même qu'on est en train d'évoluer. D'avancer. Attention. Et quand au début, je mets tout en bleu, c'est-à-dire j'ai fait ça avec mon bic bleu. Quand une étoile devient 2 étoiles, je mets ça maintenant en rouge pour montrer que c'est pas mon apport que je suis venu à 2 étoiles. Au départ, c'était 1 étoile. Donc, je mets 2 étoiles et 3 étoiles pour dire, OK. Ça veut dire que plus j'avance dans la compréhension, plus les étoiles se multiplient. Mais je mets ça dans une autre couleur pour montrer que c'est après. Ça, OK. Et je fais ça dans chaque matière, dans chaque SA, dans chaque activité ou séquence ou tout ce que vous voulez. D'accord. Et c'est ça qui me permet de dire que je fais une révision. Et ce que je dis, c'est valable aussi pour les enseignants que je respecte beaucoup. Quand on veut faire révision, c'est pas qu'on a vu une épreuve, on vient, on fait. Non, non, non. Il faut demander à tous les apprenants dans votre matière de vous ramener ce qu'il y a les étoiles là. Donc vous avez le niveau de compréhension de tous les apprenants en vous, mais chez vous. Ce n'est pas facile. Hein. C'est lourd. Non, si, dans une classe d'examen, j'ai une classe composée de 90 élèves et que tous ces élèves m'amènent donc des cartes en tant que professeur. Comment vais-je arriver, comment vais-je faire pour maîtriser tout ceci, avoir une idée claire de la compréhension de mes élèves? C'est réalisable. Il faut aller par méthode. Parce que quand vous prenez vos apprenants, vous ne pouvez pas dire tel et ça, ils ont tous bien compris. Mais quand vous permettez à chaque apprenant de faire cette carte, vous faites une synthèse de qu'est-ce que chacun a bien compris. Et vous savez dans quel sens vous allez orienter votre révision. Sinon, le professeur peut venir dire, bon, moi, je vais faire seulement SA2, plus après, il dit SA3. Alors que peut-être, il n'y a que 50% qui ont maîtrisé SA2. Donc, ça lui permet lui-même là de savoir le niveau de ses apprenants. Si on n'y va pas par méthode, on ne va pas réussir. Je ne suis pas venu apprendre quelque chose. Non, non. Ils le font très bien. Oui, voilà. Je dis très bien que je respecte. Mais je dis quand on fait la carte des performances, des connaissances de son apprenant,
Quand on vient en période de révision, on est tranquille. D'accord. Parce que quand on n'a pas ça, il le faut bien. Mais il y en a qui ne seront pas bien touchés. D'accord. Alors, vous avez parlé donc de la révision au niveau des élèves, une révision trimestrielle. Est-ce que vous êtes en train de conseiller qu'il faut que les élèves attendent 3 mois d'abord? Est-ce que par semaine, par mois, il n'y a pas donc d'autres manières de réviser avant d'arriver à 3 mois et faire la synthèse et renforcer cette révision? Il faut vraiment attendre 3 mois, c'est ça? La meilleure révision, c'est d'apprendre régulièrement. Justement. Donc, l'apprenant qui apprend régulièrement, au top. Il est dans les rangs du succès. Et si on va utiliser des autres expressions. Donc, il est tranquille. Si tu peux apprendre régulièrement sans avoir des temps de latence, c'est bon. C'est ce que nous préconisons. Même quand c'est le cas, il faut qu'à la fin du trimestre, tu te dises, parce que des réalités peuvent nous échapper. Il faut que tu aies ta carte pour te dire, parce que ce que je dis, c'est écrit, moi j'ai un ouvrage là-dessus. Je ne viens pas inventer. Et on le fait depuis 10 ans qu'on utilise ce document. Je ne veux pas dire qu'il faut acheter, c'est déjà fini, c'est fin. Chez moi, pour cette année, c'est terminé. L'année prochaine, même, je vais reprendre tous les documents. Parce que nous, on dit, moi, je suis coach, je ne veux pas la même chose pour 10 ans, 20 ans. Quand on fait un peu, on voit la préoccupation des gens qu'on rassemble et on améliore le contenu. Absolument. Donc, c'est ce que nous allons faire l'année prochaine. On va revoir le contenu de tout ce qu'on a. Donc, mais quand on n'a pas régulièrement... En attendant, on va accompagner avec ce qui est là. les élèves candidats donc, pour les prochains examens. Et c'est justement ce pourquoi nous sommes là. Nous parlons donc de la méthode qu'il faut pour réviser correctement ces leçons. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut s'organiser de façon... Bon, enfin, matière par matière, je prends mathématiques, je me donne 2 jours, je finis de réviser, après je prends SVT, français, etc. Voilà, de façon ordonnée, structurée. Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne veux pas. Vous savez, je ne veux pas dire on va prendre 2 jours, 3 jours, non. Il y en a qui le font. Peut-être les gens même de notre génération, ça a marché. Mais nous disons, lorsque les examens s'approchent, on fait son emploi du temps autrement. Nous parlons de matière prioritaire, de matière secondaire. Mais attention, il faut bien m'écouter. Il ne faut pas dire que le coach a dit quelque chose qu'il n'a pas dit. Allez-y, on vous écoute. Alors, quand vous prenez une journée de 24 heures, et vous décidez de faire une matière plus en termes de temps, vous allez vous occuper d'une matière plus que les autres en termes de temps, dans une journée de 24 heures, c'est votre matière prioritaire de la journée. Vous pouvez avoir 1 ou 2 matières secondaires parce que vous allez y consacrer moins de temps. D'accord. Donc, quand les examens s'approchent et qu'on est en période de révision, on ne fait plus cours, c'est qu'on ne va plus prendre cours, on est que dans des exercices et des explications. On dit, dans une journée de 24 heures, je consacre mon temps à quelle matière? Plus de temps. C'est ma matière prioritaire de la journée. Et je consacre moins de temps à 1 ou 2 matières. Ça veut dire que j'ai 3 matières, c'est un exemple. On peut avoir 2 ou 3, pas plus. On a une matière qui va nous prendre plus de temps, c'est notre matière prioritaire de la journée. Et on va avoir une matière qui va nous prendre moins de temps ou 2. Ce sont nos matières secondaires de la journée. Et ces matières secondaires peuvent demain devenir des matières prioritaires. Donc, c'est pour 24 heures. Le lendemain, ça change en même temps. Alors, mais ce n'est pas encore fini. C'est pas qu'on pense, on prend ça, on est en train d'apprendre ça. Non, on se calme. On fait d'abord on se dit de 6 heures à 18 heures. Ou si vous voulez, d'ici. Parfois, par expérience pratique, il y en a qui disent de 6 heures à midi et de midi à 18 heures et 18 heures à 0 heure. Mais moi, je dis, je prends presque la journée, je dis 6 heures à 18 heures et 18 heures à 0 heure. Ça fait la journée de 24 heures divisée en 2. De 6 heures à 18 heures, vous avez une matière prioritaire et 2 matières secondaires. Quand on prend mon exemple, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas passé tout votre temps à apprendre une seule chose. Vous faites un temps, une matière prioritaire, vous allez faire les matières secondaires, ainsi de suite. En partant de quoi? De votre schéma de révision. En tenant compte des matières, des séquences qui ont 1 étoile. Vous comprenez? On a fait un schéma là-bas. Tout à l'heure qui est là. Le schéma vient maintenant dans notre journée. Et dans chaque matière, on tient compte de ce schéma d'étoiles pour voir qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui. D'accord. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer en étoile et de dire, j'ai bien compris, j'évolue. D'accord. Donc j'ai une matière prioritaire et 2 ou une matière. Souvent, quand on est en 3e, on dit vous pouvez faire une matière prioritaire et une matière secondaire. D'accord. Quand vous êtes en terminale, vous pouvez faire une matière prioritaire et 2 matières secondaires. D'accord. Et de 18 heures encore à 0 heure, vous allez encore faire la même chose, mais bon, il faut dormir, il faut vite dormir. Je n'ai pas dit qu'il faut rester en éveil jusqu'à 0 heure, je n'ai jamais dit ça. D'accord. Mais on peut rester en éveil. Je n'ai pas donné d'heure, par exemple, tout le monde veut respecter. C'est en fonction de chacun. Parce que je vais vous dire quelque chose encore. Oui, allez-y. On peut faire les exercices à tout moment de la journée.
Mais on ne peut pas apprendre les leçons à tout moment de la journée. D'accord. Il y a ce que nous appelons la période de fertilité de chacun. Je suis désolé, je ne veux pas calculer pour quelqu'un ici. Vous parlez de la fertilité intellectuelle. Oui. La ça. période de fertilité intellectuelle, c'est une période dans laquelle, quand je prends une matière, si je dois prendre 30 minutes pour apprendre, je peux apprendre ça en 15 minutes. Excusez-moi l'expression, en fond ou en coin. On est italien, blé. D'accord, ça rentre Ça, vite. on ne peut pas dire ça en français. C'est la beauté de nos langues, ça. Ah oui. De façon vulgaire, on peut dire ça rentre vite. Ça rentre vite. Donc, d'accord. Ta période de fertilité, c'est le moment où quand tu prends ton cahier, tu apprends vite. Fla. Et chaque apprenant doit savoir ça. Moi, tous mes coachs connaissent pas son calcul. Ici, je n'ai pas de gens devant moi. Et je n'aime pas dire des trucs. Enfin, parce que tout le monde va commencer par le faire, alors que ce n'est pas approprié. C'est personnel et individuel. Alors, monsieur coach, dites-nous, il y a des élèves qui ont des préférences à des matières. Il y a des candidats qui disent que moi, je ferai tout pour avoir 20 sur 20, par exemple, en SVT. Je peux glaner quelques notes dans les autres matières pour pouvoir réunir donc la moyenne à la fin pour réussir donc mon examen. Et puis, ils s'organisent, ils se donnent une méthodologie par rapport à ce schéma-là. Est-ce que celui-là, il est dans la bonne approche? Vous savez, les approches, c'est vrai qu'on a ce qui est général, on a ce qui est individuel. Oui. Mais au-delà de tout, chaque apprenant connaît ses forces et faiblesses. Lorsqu'on a fini le second trimestre, on connaît déjà ses forces et faiblesses. C'est-à-dire, les matières dans lesquelles on excelle, les matières dans lesquelles on est moins, et là, les matières dans lesquelles on est moins de 10. L'objectif, c'est de tout ramener au minimum à plus de moins. Je n'ai pas dit meilleur parce que bon. Tout au moins la moyenne. Oui. C'est ça. Au moins 14. Au moins. Je n'aime pas donner des chiffres, mais je donne. Parce que 14, chez quelqu'un peut être 16, chez d'autres. On dira tout au moins. Bon, oui, ça dépend. Ça dépend. Il y a des privés. Oui, c'est des. La moyenne pour passer, c'est 12. Oui, voilà. donc. Mais ça, c'est des classes intermédiaires. Mais les examens, puisque les examens sont nationaux, et donc il y a la moyenne. La moyenne, voilà, oui, qu'il faut avoir. Donc, minimum, c'est 10, je pense. Minimum, c'est 10, oui. Oui. Mais il y en a chacun doit. Parce que nous parlons des candidats aux examens nationaux. Oui. Donc, chacun peut se dire, il y a des matières dans lesquelles je travaille bien, je fixe mon heure. Parce que je vous dis, lorsque l'examen s'approche, c'est vrai que nous parlons de la méthodologie du succès à l'école. Nous parlons de la méthodologie du succès à l'approche des examens. Oui, c'est surtout de ça qu'il s'agit. Méthodologie, donc à l'approche des examens. Mais quand on est puisque nous sommes là maintenant. Mais quand on est coach, je vais dire ça en bas, mais tout le monde va entendre, quand on est coach, on est coach. On a d'expérience, 43 ans d'expérience que j'ai. Je n'ai pas 40 ans, mais j'ai 43 ans d'expérience dans le coaching. Parce que j'ai une maman qui a été enseignante, qui a travaillé pendant 33 ans. Moi, j'ai fait 10 ans plus, 33 plus 10, ça fait 43. J'ai 43 ans de connaissances, mais 10 ans de pratique dans le coaching. Je le dis partout et je l'assume. J'ai 43 ans de connaissances dans le coaching et 10 ans de pratique dans le coaching. Autrement dit, je dis, quand les examens s'approchent, j'ai mes candidats, nous parlons de la programmation succès. Ne voyez pas lobby. Parce que là, les notes que nous voulons avoir, on le dit. Mais je ne suis pas venu parler de ça. Ça, c'est autre chose. On programme nos notes. C'est le coach qui parle. Et j'assume ce que je dis. Je le fais, j'ai mes résultats. Mais je dis aux gens, on doit connaître ce qui est. Là, on est très bon. Oui. On doit savoir là, on est moyen. Et travailler pour atteindre ces objectifs. Atteindre ces objectifs. Alors, dites-nous, comment un élève peut-il mieux organiser son temps entre les différentes matières? Oui. Vous savez, lorsque l'examen s'approche, c'est le temps, parce que l'examen, dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine ou d'autres, au plus la semaine qui va suivre, seront dans les périodes de révision. Une révision réelle. Et vous convenez avec moi qu'on passe un temps à l'école, mais le reste, on nous livre parfois. Il y a même des gens qui travaillent seulement jusqu'à 13h, ils rentrent, on leur donne la soirée. Donc il faut tenir compte de la programmation de l'école. Là, vous savez que quand vous êtes à l'école à 7h, à 8h, à 13h, vous êtes chez vous. Alors quand je suis chez moi, qu'est-ce que je fais? D'accord. C'est en cela qu'il faut avoir son emploi du temps. Vous voyez, on n'a pas tout à l'heure de matière prioritaire. Je parle ici de comment le candidat va s'organiser entre les différentes matières. Voilà. Oui, les différentes matières, comme on l'a dit, c'est qu'il fixe à partir de l'heure à laquelle il rentre, une matière prioritaire et une ou deux matières secondaires qu'il va étudier, apprendre et faire des exercices. D'accord. Et il le fait rigoureusement. Rigoureusement. Avec l'accompagnement aussi des parents, parce que c'est pas quand l'enfant veut apprendre
Si on doit lui commander des trucs, nous allons revenir dans la suite de cette Okay. émission sur également la responsabilité des parents, voilà, parce que les parents aussi ont beaucoup à faire pour accompagner leurs enfants candidats donc dans leur réussite, n'est-ce pas? Oui. Alors dites-nous, est-ce qu'il est préférable de réviser seul ou en groupe, parce que il y a des enfants qui ont tendance à mieux comprendre quand ils se retrouvent avec leurs amis, leurs camarades de classe. D'autres se retrouvent mieux quand voilà, ils se retrouvent seuls à apprendre. Alors dites-nous, à ce niveau, un candidat, quelle est sa responsabilité? Il a deux responsabilités. Parce que n'oublions pas, celui qui donne aux autres gagne. D'accord. Celui qui donne aux autres gagne. Et j'ai toujours dit à tous les candidats, si vous êtes fort, apprenez à accompagner les autres. Vous allez toujours gagner. D'accord. Ça veut dire quoi? L'apprenant, en fonction de sa force et faiblesse, doit avoir un moment, s'il le faut, il va travailler avec ses camarades. D'accord. Il fait l'exercice avec eux. En le faisant, lui aussi, il apprend. Il gagne. Parce qu'il y a des notions qu'il pense maîtriser, c'est en expliquant aux autres qu'il approfondit lui-même ses connaissances. Il peut avoir des moments où il apprend. Pas tous les jours, mais c'est déterminé. Il ne reste pas avec les gens qui bavardent. D'accord. C'est-à-dire, mes amis, je les choisis comme le coach. Je choisis toujours mes amis en fonction de mes objectifs. Je n'ai aucun ami Watapao chez moi. Ça n'existe nulle part. Je n'ai pas un ami qui vient bavarder chez moi. Non, jamais. J'ai un ami qui m'accompagne dans ce que je veux. D'accord. Dans ma vie, c'est comme ça. Et je dis à l'heure où nous sommes, vos amis doivent être des gens qui respectent un certain nombre de principes. On ne vient pas bavarder, on ne vient pas s'amuser. D'accord. S'il ne respecte pas les principes, il faut l'injecter directement, sans état d'âme. D'accord. Parce qu'on veut réussir. On est venu à Il y monnaie. a un Oui. un résultat ici que nous Oui, attendons. on est à monnaie. C'est-à-dire à monnaie, je dis quoi? Même si vous êtes au village, on donne les résultats un à un. Ce n'est pas ensemble, ce n'est pas la monnaie. Quand vous mettez en tout tombe. C'est ça. Les résultats tombent un à un. Un à un. Donc, quels que soient vos liens, Individuellement. si quelqu'un ne respecte pas vos principes, il faut l'injecter. Ce n'est pas parce que c'est important de réussir. Donc, il y a un moment où vous allez travailler avec les autres, En groupe, donc. en groupe. Oui. Déterminer ça, trouver le nombre. Je ne vais pas dire le nombre de personnes, mais on n'a pas besoin de monde. 1, 2, 3. Je pense qu'après 4, c'est beaucoup. Il y en a qui vont bavarder. D'accord. Ils n'ont qu'à former aussi d'autres groupes. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Ça suffit. C'est bon, c'est bon. Ils n'ont qu'à aussi aller. Ou bien vous avez un groupe 1, 2, 3, 4. Vous restez avec eux. Vous avez encore un autre 1, 2 pour aider les gens. Et vous restez avec eux, mais pas 5. Non. Si c'est nombreux, créez un autre groupe que vous allez aussi les accompagner. D'accord. Celui qui donne, il gagne toujours. D'accord. Donc c'est important que le candidat puisse quand même Meilleur, qui est bon, accompagne les autres. autres. Pas ses frères, des autres de sa classe. Mais même celui qui n'est pas meilleur, c'est Il est meilleur quelque aussi part. Qu'il puisse se retrouver en groupe avec ses camarades, pour apprendre, pour réviser. Oui. C'est bien ça. Oui. D'accord. C'est Donc très important. les deux sont conseillés, travaillent seuls. Oui, travailler seul. Et également et trouver les travailler moyens aussi pour travailler les avec autres. ses camarades. Façon, gagne Travail de toujours. groupe. C'est oui. important. C'est important. N'est-ce pas? Oui, très important. D'accord. Merci. On va parler aussi de la gestion de stress au niveau de candidats, parce que ça fait partie aussi de leur responsabilité. Je voulais parler donc des candidats. Alors, le stress est souvent présent, mais comment les candidats peuvent-ils le gérer efficacement, ce stress-là, à l'approche des examens? Monsieur le journaliste, le stress est une réaction normale. En venant ici, le coach peut dire, est-ce que je vais réussir mon émission? Le stress, c'est la peur de l'inconnu. Je dis, mais le stress, c'est la peur de l'inconnu. Donc le problème, ce n'est pas le stress. Tout le monde peut être stressé. S'il doit avoir problème, c'est soit on a peur, soit on gère bien le stress. Vous voyez, le problème, s'il doit en avoir, c'est que le stress va conduire à ce que je commence par avoir peur, ou bien mon stress, je gère bien et puis je suis tranquille. Et comment bien gérer ce stress-là? Bien. D'abord, il faut se dire que le stress, c'est quoi? C'est la peur de l'inconnu. Et mieux gérer son stress, c'est la méthode de ces débats, c'est apprendre à développer ses capacités. Parce que pourquoi moi, en venant à l'émission, je me suis dit peut-être je peux ne pas bien réussir, mais je me dis quand même, du haut de mes 10 ans, de 43 ans de connaissance du coaching, ça m'étonnerait. Donc, vous voyez, c'est ma capacité qui m'amène à dire, je vais réussir l'émission avec vous. Mais si j'avais des zones d'ombre, je vais dire, est-ce que, je vais continuer, est-ce que, c'est la même chose chez les candidats. Ils se disent, bon, on a un examen, on a la peur, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait. Mais c'est quand on a développé cette capacité qu'on dit, je vais faire maths, je vais faire PVT, je vais faire SVT. Donc, ces moments-ci, ils doivent développer leur capacité au succès. Et aussi, développer cette capacité au succès aussi dépend des parents, on va aussi en parler. Parce que aussi, tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez, vous influence. Il faut qu'on vous dise de bonnes choses. Même les professeurs. Je dis souvent les professeurs, c'est des responsables, c'est des spécialistes. Mais il m'est arrivé dans des cours de coaching de constater parfois que certains professeurs utilisent encore les méthodes de nous n'entend. Nous n'entend, on te fait peur ainsi. Toi là, tu es quoi? Tu es nul. Non. Je pense que
ce n'est pas la même génération, il faut toujours leur dire que c'est possible et c'est réalisable. Je n'apprends rien aux professeurs de ça, mais parfois il y en a qui sont très forts, qui sont un peu durs. Je leur dis de les regarder comme leurs propres enfants, de leur dire que c'est possible. Même le dernier lui dit que c'est possible. Moi, j'ai connu une classe, le dernier a reçu au bac. D'accord. Donc vous trouvez que le stress, c'est un sentiment normal? Oui, c'est la peur de l'inconnu. Quelqu'un qui qui se dit, il ne sait pas ce qui va arriver. Voilà. On n'est pas devin, on n'est pas aussi beaucoup, non. C'est la capacité à gérer ce stress qu'il faut développer pour surmonter la quelques astuces. Alors, quelques astuces. Vous savez, je vais donner ceci. Alors, je vais leur dire, quand les examens seront proches, je vais donner ça. Avant que les candidats ne commencent pas à composer, le jour de l'examen, devant chaque épreuve, ils vont apprendre à décompter. Décompter, c'est-à-dire? Compter, c'est dire 1, 2, 3, 4, 5. Décompter, c'est quitter 20 à 0. Voilà, d'accord, par exemple. 20 à 0, c'est quelques secondes. Mais je ne leur ai pas dit de dire 20. 19, il ne faut pas crier, il ne faut pas dire que le coach a dit. Et comment ça va se passer? À voix basse. C'est-à-dire, quand vous donnez l'épreuve, vous ne lisez encore rien. D'accord. Parce que quand on donne l'épreuve, quel que soit que vous êtes parfois, ça va être bien le cœur. Donc, pour ramener ça à plat, à votre niveau, vous allez quitter 20 à 0. Je dis 20, 19, 18, 17. Personne ne va entendre ça, on va dire quelle est cette histoire, il faut lui amener un médecin. Et en faisant ça, le candidat chasse le stress. Il chasse la peur. Parce que le cœur peut avoir accélération de rythme cardiaque. Jusqu'à il sera à 0, ça va se calmer. Par expérience, ce qu'on fait souvent, ça va se calmer. Je vais donner ça aussi comme méthode. Les autres aussi, il faut que les parents les accompagnent, leur disent de bonnes choses. D'accord. Coach, je pense que vous êtes là devant la jeunesse. Je voudrais quand même qu'il n'y ait pas de réserve. Il faut tout nous dire pour accompagner. Je suis là pour tout dire. Parce que ce sont les enfants de la République. Ah, absolument. Nous ne l'oublions jamais. Les enfants du Bénin, c'est les enfants de la République. D'accord. Et depuis cet instant, le Bénin a décidé de vibrer sous la vibration de aller plus loin. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous avons dit qu'on doit aller plus loin, comme mieux que par le passé. Donc, je suis là pour tous les Béninois et surtout pour tous les Cotonois et Cotonnages. Alors, dites-nous, existe-t-il des techniques simples à pratiquer juste avant ou pendant l'examen pour rester vraiment concentré? Non, je vais leur donner les meilleures techniques. Je vais leur donner ce que je viens de dire. Mais il y a d'autres techniques. Il y a ce que j'appelle. Mais vous savez, les parents le font à la maison, mais ils ne savent pas. Oui, allez-y. Moi, je n'aime jamais donner des trucs compliqués. Maniqué m'a vidé ça que je voulais. Non, ceux qui me connaissent savent que je dis tout. Je n'ai rien à garder pour moi. Parce que, attention, ceux à qui je passe peuvent être les présidents de demain. Et peut-être des gens qui vont accompagner le coach demain. Donc, j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction que votre réussite peut-être commence maintenant. Donc quelqu'un qui demain a écouté cette émission et qui a mis en pratique tout ce que vous avez donné comme consigne ou comme conseil, demain par la force des choses devient président de la République, il peut quand même se souvenir de ce jour-là. Oui, ou du chef d'entreprise. Parce que le meilleur président, il faut créer de la richesse dans le pays. Oui, voilà, il peut se souvenir de ce jour-là. Ah, attention, un jour en 2026, j'ai suivi une émission sur Radio Cotonou où on a parlé de comment préparer son examen. C'est tel coach. Et donc, voilà, ça peut être un bon souvenir. Alors, vous savez, la méthode que je vais leur donner. Oui. Vous savez, par ces périodes, il faut que les enfants aussi, qu'on leur donne des méthodes de concentration. Et je donne souvent les méthodes de tri. Plusieurs commencent aussi par l'utiliser. C'est-à-dire, vous savez, souvent, on fait des tris. On dit de trier souvent le maïs. Mais je dis ici, nos enfants, on va leur donner du maïs, beaucoup, maïs. Il y a maïs, non, il y a aussi haricot, il y a du riz. Et on va mettre ça ensemble, on va leur dire de trier, c'est-à-dire de mettre à part le riz, le haricot et le maïs. Maintenant, on va compter le nombre de riz et compter le nombre d'haricots, pas le tout. C'est pas un jeu d'enfant. Ils vont compter, ils vont vous dire le nombre. Ça prend du temps, ça crée de la concentration. D'accord. Il y a d'autres, mais n'est-ce pas? Mais ça, c'est bon, je vous assure. Vous voulez trier, dites à votre enfant, même si vous avez un enfant de C1, moi je fais quand les enfants, ça gesticule un peu, venez ici. Je mets du maïs, je n'ai pas de mettre beaucoup, peut-être poignée de main, maïs. Vous prenez aussi du riz. Il y a riz, là, il y a deux niveaux. Il y a riz et petit grain là, cassé. Et nous les voulons vivre. Ça, là, c'est vraiment on donne du boulot aux enfants. Et c'est important qu'ils apprennent à se connaître. Moi, ce que je dis là, je dis là, je pratique. Va aider les candidats dans la réussite. Ce que je dis là. Le riz, le maïs. Vous savez, être concentré, c'est porter son attention sur quelque chose. Voilà. Être concentré, c'est porter son attention sur quelque chose. Absolument. Et par les temps qui courent, nous avons intérêt à ce que nos enfants
portent leur attention sur une chose et non d'être dispersés. Parce que étudier, c'est apprendre à porter son attention sur ce qui est dans le cahier pour retenir. Avant de retenir la leçon, là, il faut porter son attention là-dessus. Quand vous apprenez la leçon et que vous êtes dispersé, ça ne rentre pas. Mais quand vous avez cette capacité de porter votre attention sur une chose, vous savez le faire, vous faites la même chose. Et c'est justement le but de la concentration. De la concentration. C'est pourquoi nous vous demandons de donner quelques techniques. Oui, on a déjà donné. Donc, j'ai dit, il faut faire des tris. Des tris. Ils prennent du maïs, du riz, et de haricots, entre tout ce qui est quand même. Céréales. Céréales, oui. 3, pas plus que 4. On commence par 2. On évolue à 3 et on peut finir à 4, pas plus. Vous voyez, on évolue quoi. Parce que pour faire 4, c'est beaucoup. C'est pas un jeu d'enfant. Hein. Ce qu'on dit là, c'est parce que on dit. Mais quand on rentre dans l'action, c'est autre chose. Donc on prend un peu, il ne faut pas donner beaucoup, parce que vous avez constaté que l'enfant souffre. Poignée de main, même moitié de poignée de main. Vous mettez ça dans le bol, vous mettez tout ensemble. On me mélange même. Ce que je dis là, je fais ça. Hein. Allez-y. On mélange, on leur dit ok, tu enlèves, on donne encore 2 autres bols ou 3. Tu prends le riz, tu mets à part. Le maïs, tu mets ça à part. L'haricot, tu mets à part. Maintenant, tu comptes chaque. Et riz cassé, là, c'est pas un jeu d'enfant. Hein. Quand tu comptes, il faut porter ton attention vraiment là-dessus. Parce qu'en comptant, parfois, ils oublient de bien compter. Et je vais vous donner une stratégie aux parents. Ce que je fais. Vous savez, nous, parents, on sait qu'on ne peut pas tout compter. Quand ils sont en train de compter, ça vous dit stop. Et vous comptez ça pour voir si l'enfant compte bien. Si vous allez attendre la fin, vous-même, vous serez disjoncté. Donc, quand ils comptent un peu là, je leur dis stop. C'est combien? Il me dit, et je dis, ok, je prends ça, je compte. Pour vérifier, pour évaluer. Parce que si vous n'évaluez pas, nos enfants sont trop intelligents. Hein. Il va finir par vous dire 50 maintenant. Coach, et tu ne peux plus compter. Coach, dites-nous, est-ce que cette pratique, c'est pendant, parce que la question c'est de savoir. C'est pas pendant l'examen. Maintenant, voilà. C'est maintenant. Oui. Ce que j'ai donné pour l'examen, la composition, c'est décompter. Ce que je dis là, on peut faire ça maintenant. Quand ils sont là, un dimanche matin, papa est là, maman est là, ou bien tu peux dire, viens, on va faire un exercice de concentration. Ça, c'est leur apprendre à se concentrer, à porter leur attention sur une chose. Voilà. Mais décompter là, on peut faire ça même pendant la composition. Avant de commencer. J'ai pas dit au coup, hein. Avant de commencer, on peut décompter de 20 à 0. Mais quand on est en train de composer, on ne va pas dire aux enfants de décompter. D'accord. C'est avant de commencer par écrire. Avant même de commencer par lire. Oui. Quelques secondes au début là. Oui, on va décompter. Mais ceci là, c'est juste. Maintenant, on peut faire ça maintenant, même jusqu'à la veille de l'examen. D'accord. Alors, coach, nous parlons de la responsabilité du candidat lui-même dans la réussite de son examen. Donc, tout est concentré sur le candidat. Quelles sont les méthodes qu'il peut utiliser pour réussir son examen? C'est surtout de ça qu'il s'agit. Alors, selon vous, quelle est véritablement la part de responsabilité personnelle du candidat pour la réussite de son examen? Vraiment. Vous savez, la responsabilité du candidat, c'est tout dans son attitude au quotidien. Il doit développer le sens de l'effort. Le sens de l'effort. Il doit développer le sens de l'effort. Exactement, le sens de l'effort. Oui. Il doit s'approprier la notion du sens de sacrifice. D'accord, s'approprier le sens de sacrifice. Et il doit être discipliné. C'est une trilogie de valeurs indispensables pour réussir. Il faut apprendre à faire des efforts. Faire un effort, c'est quoi? C'est toujours se dire, je vais faire un peu plus aujourd'hui que hier. Le sens de sacrifice, c'est de renoncer au plaisir de l'instant. Alors nous sommes là, ce n'est pas Champions League qui doit être l'activité d'un candidat. Moi, je ne regarde même pas, je suis désolé, je ne connais pas les joueurs. Moi, je ne connais pas de joueurs, parce que je ne peux pas prendre mon argent pour regarder les gens qui regardent des milliards, c'est bête. Bon, on va pas... c'est relatif. C'est relatif, hein, on va pas... Alors nous sommes... On va refuser aux gens de la passion. Ouais, non, donc c'est un peu ça. Il faut qu'ils regardent Coton Sport et puis Dragon de Lomé. Non, c'est mieux, moi je dirais. On va revenir sur la trilogie là dont vous avez parlé, le sens de l'effort, s'approprier donc le sens de sacrifice, être discipliné. Donc, vous avez commencé par le faire, on est là très rapidement, puisque nous parlons de la responsabilité du candidat. Alors, on va expliquer très rapidement ces différents niveaux-là. Alors, sans de l'effort, on attend là. C'est faire un peu plus chaque jour. Des efforts que hier. Et ça se voit dans le bilan de l'emploi étant personnel de l'enfant. Le bilan vous permet de dire, je fais des efforts. D'accord. J'ai fait 2 exercices hier, aujourd'hui je fais 3. C'est ça, effort. D'accord. Bien. Le sens de sacrifice. Le sacrifice. C'est de ça, je disais que ce n'est pas Champions League qui a le temps. C'est-à-dire, c'est renoncer au plaisir de l'instant pour vivre la joie du succès.
le plaisir de l'instant, on veut peut-être regarder des dessins animés, ou bien on veut, pour le CM2, ou bien on veut regarder même les novellas pour certains, alors qu'ils ne veulent pas être cinéastes. On veut regarder des trucs pour le plaisir. Non, le plaisir de l'instant, c'est dans la joie de réussir. Donc le candidat doit pouvoir se décider de renoncer donc, au plaisir, à ces plaisirs-là. Oui. S'il doit regarder la télé, il peut suivre donc, le journal. Ainsi, il se sacrifie. Oui, il se sacrifie. Justement. Oui, donc oui. c'est ça, sa propre leçon de sacrifice. Oui. D'accord. Vous avez parlé de la discipline aussi. La discipline, c'est ce mot que j'adore. Oui. Tous ceux qui sont disciplinés réussissent. D'accord. La discipline, c'est la soumission aux normes. J'aime beaucoup ce mot. Se soumettre. Tous ceux qui réussissent dans la vie, pour venir ici, pour être à l'heure, j'ai quitté chez moi tôt et j'ai respecté les feux tricolores. C'est de la discipline de route. Déjà à moins de 30 minutes, vous êtes ici. Hein? Bon, c'est un exemple que je donne. Je ne veux pas dire que je suis tout discipliné, c'est pour dire quoi? Tous ceux qui réussissent, et je parle aussi aux parents, à tous ceux qui sont êtres humains, si vous voulez réussir, vous devez être discipliné. Vous devez vous soumettre rigoureusement aux normes de succès que vous êtes données. D'accord. Et les enfants doivent se soumettre à ça. Là, leur propre emploi du temps, c'est déjà la discipline. D'accord. C'est pas seulement à l'école, s'ils ne restent pas, le suivant les attend. On va permettre ces trois choses-là. Oui. C'est important donc que se les approprier, n'est-ce pas? Bien évidemment. C'est ça, oui. D'accord. Merci beaucoup. On va parler en 1 minute donc, de la responsabilité des parents avant de permettre aux auditeurs donc, de participer, si éventuellement il y en avait, avec la complicité de Blaise Sakla sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73 ou envoyer des messages sur le numéro 01 50 52 52 73 pour participer à cette émission. Blaise Sakla, déjà un auditeur s'est positionné, on va le recevoir. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur Oké. Oui, à qui avons l'honneur? Monsieur Bonaventure Béou. Ah, monsieur Bonaventure Béou, comment vous allez? Je vais bien, mon cher ami. D'accord, vous nous appelez d'où, monsieur Béou? Je suis à Saint-Petit, derrière l'église catholique. D'accord, allez-y pour votre contribution. D'accord, je remercie le coach sur le plateau. Oui. Bonsoir. J'encourage beaucoup ces émissions du samedi soir. Je le suis toujours. Ah, d'accord. Et je le remercie. Bon, ma préoccupation, à quel moment, à quelle période, d'avant l'examen, l'élève, le candidat ne doit plus veiller. Ne doit plus veiller. Ne doit plus veiller. On étudie jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. D'accord. À quelle période de l'examen, on doit faire cette attitude-là. D'accord. Donc, c'est une préoccupation pour le moment, je peux revenir. D'accord. Merci à vous, monsieur Béou, pour votre question. Vous avez posé une question, on l'a bien compris. Alors, Blaise Sakla, on va peut-être poursuivre avec les appels. Voilà, c'est bien. Ok, auditeur en ligne, bonsoir. Oui, monsieur Thompson, bonsoir. Oui, bonsoir, à qui avons l'honneur? Bernardin Fabi. Oh, Bernardin Fabi, c'est dans ce pays-là? Oui, c'est très bien là. Il y a bien longtemps. Ah oui. Normalement, avant l'émission, si je trouve votre message, je fais tout possible pour être connecté. Ah, d'accord. Ah oui. Donc, aujourd'hui, donc, les fois où vous n'étiez pas là, c'est moi qui n'ai pas envoyé de message, n'est-ce pas? Ah oui. D'accord. Merci. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Très bien. D'accord. Vous reconnaissez la personne? Taureau depuis ma militaire. Ah oui, je reconnais très bien la personne. Très bien même. Très bien. Ouais. Et les enfants? Ça va très bien. Super. Bernardin Fabi. Quand j'ai entendu votre voix, sincèrement, j'ai pris du temps à vous écouter. Merci. Et je vais demander aux parents d'être à l'écoute de votre émission de samedi. Mais pour aujourd'hui, ça m'a encore donné un de plus. Parce que nous avons toujours des candidats. Nous devons veiller avec eux. Nous devons les suivre. Ce n'est pas qu'ils vont rester toute la nuit à apprendre. Non. C'est les choses qu'ils avaient appris. On doit suivre ça avec eux. On ne va pas les surcharger. Non, on n'en a pas besoin. Depuis le début de l'école, Oui. les papiers qui arrivent, on doit suivre ça avec eux. Les devoirs, on doit suivre pour savoir à quel niveau ils sont. Ce n'est pas la dernière minute qu'on va mettre des bâtons derrière eux pour les forcer à faire plus.
ça là, ça va les fatiguer. D'accord. Et ça va encore faire qu'ils vont régresser. Mais si on les suit, depuis derrière, depuis le début de l'écolage, ça va beaucoup les aider pour que, à la fin, ça ne sera pas encore un poids pour eux. Ouais, donc, je vous remercie. Merci. Par rapport à cette émission. Merci à vous, Bernardin Fabi. Bernardin, lui, il est allé directement toucher du doigt la responsabilité des parents, donc des tuteurs, etc. C'est bien ça, un autre auditeur. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur François. Oui, bonsoir, à qui avons l'honneur? C'est Alexandre Xavier. Alexandre Xavier. Oui. Oui, monsieur Xavier, on vous écoute, vous nous appelez d'où? Je suis actuellement à Sikekodji. Sikekodji, vous êtes en direct sur Radio Cotonou, allez-y. Ok. En fait, moi, je vais donner mon propre exemple. D'accord, allez-y. Bon, en fait, depuis la première, moi, j'ai changé ma méthode d'apprendre. Oui. Moi, depuis la première, moi, je n'apprends jamais le chou. Donc, moi, je commence par la nuit. Et je n'ai pas tout le bac en 14 ans. Est-ce que c'est en terminale que l'élève doit préparer son examen? D'accord. Donc, je remercie le coach pour tout ce qu'il fait. On le suit souvent à la radio. Bon, nous, on n'a pas eu la chance d'avoir les coachs, mais quand même, vraiment, les enfants aujourd'hui, ils ont une chance d'avoir les coachs et les samedis. Je remercie tout ce que ces coachs-là, ils font, monsieur le studio. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup à monsieur Xavier Alessandre donc pour sa contribution. Blaise Akla, on va revenir ici, répondre rapidement à une préoccupation ici à monsieur Gbaou qui a voulu savoir à quel moment précise le candidat doit cesser de veiller, reposer sa tête voilà, et se préparer pour le juger. La meilleure manière de veiller, c'est d'apprendre régulièrement ses cours. Donc on n'aura pas besoin de veiller. Parce que quand parce vous veillez... que souvent, certains élèves attendent la fin. La fin, oui. Voilà, ils ne commencent pas, donc... mais ils pensent qu'ils vont tout mettre dans la tête. Qu'est-ce qui se passe quand on veille? Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué. Donc vous allez perdre une bonne partie de la journée. Même si vous êtes en classe, vous allez dormir. Vous ne serez pas là. Même si vous êtes là, vous n'êtes pas là. Donc moi je dis, on n'a pas besoin de veiller. Mais je sais que quand ils disent, ils vont le faire. Non. Quand on a été aussi élèves. Non, mais est-ce que au cours de l'année, à une certaine période de l'année, on peut veiller quand même à apprendre et attendre, et peut-être vers la fin, à 2 jours, à 3 jours de l'examen, je peux cesser de veiller et vraiment rester... Non, il y a la biologie de chacun. Veiller, c'est qu'on a passé un temps à ne pas faire quelque chose, on veut rattraper. Il faut aller dans son rythme. Donc carrément, on n'a pas besoin de veiller. On n'a pas besoin de veiller. D'accord. Parce que parfois, pour veiller, les gens prennent même des choses pour veiller. D'accord. Et ce n'est pas bon pour eux. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est quand on dort que le cerveau, comme ordinateur, lui, il enregistre. Donc quand vous ne dormez pas, à quel moment il va enregistrer? Non, c'est ce que Dieu a créé ça. Bon, moi, je ne sais pas encore comment faire autre chose. Et quand vous dormez, le cerveau enregistre. Mais quand vous ne dormez pas, il va enregistrer à quel moment? Donc, ça veut dire que quand vous veillez, vous pensez que vous connaissez, mais ça va partir. C'est comme si, genre, vous avez étudié sans enregistrer. D'accord. Veiller, c'est étudier sans enregistrer. D'accord. Et à un moment donné, ça va partir. D'accord. Alors, il y a M. Bernardin, Fabi, qui a en même temps donc touché la responsabilité des parents. On va profiter de cette question pour vous demander, on a parlé donc de cette responsabilité qui incombe aux candidats eux-mêmes. Quel est le rôle des parents pour accompagner les candidats? Très rapidement. Le rôle des parents, quand on a un enfant candidat, on est candidat. Oui. Mais permettez-moi de parler beaucoup plus des familles monoparentales. Je vais revenir là-dessus dans mon émission. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des familles où c'est maman seule qui éduque, ou bien c'est papa seul, c'est rien, c'est papa seul. Je voudrais demander aux parents qui sont absents, en ce moment-là, d'appeler souvent à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il veut encore reprendre sa femme. Non. On a divorcé avec maman, mais on n'a pas divorcé avec ses enfants. Absolument. Je demande à tous les parents, si vous n'êtes plus avec maman là, l'enfant est tout là, il vous représente. Ces temps-ci là, appelez souvent pour voir. Également, les mamans aussi. Si c'est le cas des mamans, oui. Les enfants sont avec papa. Oui. Donc maman, quelque chose là-haut. Il faut qu'il y ait l'apport du parent qui n'est pas là. C'est ce que je vais dire, le reste là. Il faut qu'il soit là. Et les parents qui vivent ensemble? Les parents qui vivent ensemble, c'est bon. C'est-à-dire, quand je rentre chaque soir, qu'est-ce que je fais en tant que candidat? J'ai dit que quand on a un enfant candidat, on est candidat soi-même. D'accord. Comment je fais? Je l'accompagne. Je n'ai pas d'apprendre la leçon. Au premier, on le fait avec eux. Mais le fait d'être là pour dire, est-ce que tu as fait des exercices? Ou bien le fait d'être là. Quand ils sont fatigués pour dormir, parfois ils ne mettent pas les moustiquaires. C'est la période de pluie.
pour éviter le paludisme. Le fait de dire attention, qu'est-ce que l'enfant mange? Tout ça parce que s'il n'est pas en bonne santé, c'est pas bon. C'est difficile. Donc il faut aussi surveiller l'alimentation, surveiller si c'est débarrassité, tous ces trucs-là. Je pense que c'est la responsabilité des parents. Oui. Alors, de façon pratique, quel conseil vous avez à donner donc aux candidats très rapidement, voilà, et puisque bientôt, dans quelques minutes, on va finir. Je vais leur dire qu'ils vont réussir. Ouais. Je dis à tous les candidats du Bénin qu'ils vont réussir. D'accord. De croire, de penser qu'ils vont réussir. De dire, de proclamer chaque matin qu'ils ne peuvent pas ne pas réussir. Non, si je dis ça, c'est lourd. De proclamer chaque matin qu'ils vont réussir. Ils vont réussir. De dire leur nom. Moi, Fulgence Semeik Beto Awangonou, je vais réussir au bac 2026. Voilà. Moi, Fulgence Semeik Beto Awangonou, je vais réussir aussi mental au BPC. Positif. Et BPC, là, c'est 2026. Hein. Il y aura des examens chaque fois. Oui. Mais on parle de 2026. Il ne le non. 2026 là. Moi, je vais réussir au bac D, bac C. C'est important de le dire, de proclamer, parce que ça ne peut pas ne pas arriver. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que sur ces conseils-là, on va mettre un terme donc à cette émission. Donc aujourd'hui, nous avons appris que la réussite aux examens de fin d'année ne repose pas uniquement sur donc les connaissances acquises, mais aussi sur une bonne méthodologie de travail et surtout sur l'engagement personnel de chaque candidat, s'organiser, persévérer, gérer son stress et croire en ses capacités sont autant d'éléments qui font que, voilà, qui est la différence, autant d'éléments qui permettent, qui conduisent donc à la réussite. Retenons donc que chaque candidat est le premier acteur de sa réussite. Les enseignants, les parents et l'entourage peuvent accompagner, mais l'effort et la discipline viennent avant tout de soi. À tous les candidats qui nous écoutent, gardez donc confiance, restez concentrés, donnez de meilleur de vous-même. Vos efforts d'aujourd'hui construiront vos réussites de demain. C'est sur ces mots, on va mettre un terme à cette émission. Merci à chacun et à tous. Blaise Akla est resté donc à la partie technique. Diop Chikpe pour la prise d'image. Notre personne ressource, c'est bien Fulgence Awangonou. Merci aux uns et aux autres. Portez-vous bien. C'était bien votre émission. Faut que ça bouge. Rendez-vous mercredi prochain. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.